Nous sommes toujours avec Laure Mandeville, le général Pérusse, François Clémenceau et Guillaume Audat. Comment résiste-t-on à un traitement inhumain dans un goulag digne de l'époque soviétique? C'est extraordinaire et c'est terrible aussi le traitement que subit, voilà les toutes premières images, Navalny. Navalny, voilà, qui salue celui qui le filme dans sa colonie pénitentiaire de l'Arctique. Il est détenu depuis 2 ans. Il a été arrêté en janvier 2021 par Poutine. Il est représenté... Pardon, 3 ans. 3 ans. Merci. Le temps passe trop vite. C'est en 2024. Depuis 3 ans qu'il est maltraité par l'administration pénitentiaire. Il est là dans un endroit totalement perdu. Jade Partouche, rejoignez-nous. Regardez la carte, en attendant, là où il est, dans sa colonie pénitentiaire. Regardez là. Voilà, il est là. Il a fallu un voyage de 3 semaines, où là, on n'avait plus aucune nouvelle d'ailleurs. Les Soviétiques avaient coupé court à toute communication. Son environnement, son entourage, sa famille étaient extraordinairement inquiètes avant d'avoir la confirmation qu'il avait été donc transféré dans une de ces prisons totalement perdues. Et ces images sont toutes fraîches. Elles viennent d'arriver et on voit un Navalny qui a le sourire. Jade Partouche, qui a le sourire, c'est ça qui est absolument sidérant, malgré ces conditions de détention. Conditions de détention qu'on apprend hier, en fait, sur Twitter. On a des nouvelles de Navalny par le biais de ses avocats, bien évidemment, on le présume. Il poste cette photo, vous allez le voir, c'est sa cellule de détention dans laquelle il fait des allers-retours permanents. C'est une cellule d'isolement. On sait qu'il est emprisonné, effectivement, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, mais hier, on apprend qu'il fait des allers-retours dans cette cellule d'isolement. Ma cour d'exercice est visible sur cette photo, c'est ce qu'il dit, 11 pas du mur et 3 jusqu'au mur. Ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'il y a à peu près une quinzaine de pas entre... la longueur de la cellule ferait une quinzaine de pas, des conditions d'isolement qu'il décrit, des balades autorisées à 6h30 du matin sous moins 32 degrés. À cette température, vous ne pouvez marcher plus d'une demi-heure que si vous avez le temps de faire pousser un nouveau-né, de nouvelles oreilles et de nouveaux doigts, sous-entendu plus d'une demi-heure et tout gel. Il garde effectivement une pointe d'humour, contrairement à la routine plutôt classique de sa détention habituelle, où les balades ont lieu, c'est ce qu'il explique, plutôt en début d'après-midi, où les températures sont un petit peu plus clémentes. Navalny poursuit toujours avec cette pointe d'humour, fait référence au film The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, je marchais, je me figeais et je pensais à Leonardo DiCaprio et autour de son héros avec le cheval mort. Je ne pense pas que cela fonctionnerait ici. Un cheval mort serait gelé en moins de 15 minutes. Ici, rajoute-t-il, il nous faut un éléphant chaud, rôti, si vous coupez le ventre, pardon pour les détails, d'un éléphant fraîchement chauffé et monté dedans, vous pouvez vous réchauffer pendant un moment. Mais il dit, où puis-je trouver un éléphant à 6h30 du matin, surtout à Yamal, à l'endroit où je suis détenu. Navalny fait donc des allers-retours permanents dans cette cellule, plus d'une vingtaine de fois, apprend-on, et ce pour n'importe quel prétexte. Ne pas s'être lavé le visage à temps, par exemple, ne pas avoir fermé un bouton comme il le fallait. Le condamné Navalny a refusé de se présenter dans les règles, ne répond pas au travail éducatif et n'en tire pas les conclusions qui s'imposent. C'est ce qui s'impose, 7 jours de détention en cellule disciplinaire. Le but pour Navalny, c'est de rappeler aussi l'acharnement de Poutine. L'idée selon laquelle Poutine est satisfait de m'avoir mis dans une caserne dans le Grand Nord et que maintenant il cesserait de me harceler dans une cellule disciplinaire était non seulement lâche, mais aussi naïve. Les soutiens de Navalny précisent que ces conditions de détention sont de plus en plus dures, parce que les élections présidentielles approchent. Je vous rappelle qu'elles ont lieu en mars 2024. Mais vous voyez, quand vous nous avez lu les extraits de sa description de ces conditions de détention, on n'a pas pu s'empêcher de rire parce qu'il était drôle. Garde constamment une Il est drôle. Et c'est vrai que c'est... Pardon, mais de quel bois est cet homme-là qui subit depuis 3 ans un traitement... on l'a vu, la cellule, hein. Elle est en plus à l'air libre. Vous avez dit 32 degrés. Moins 32 degrés. Il arrive à rire sur le fait qu'il gèle. C'est pas comment il n'est pas complètement malade. C'est quelque chose qui est fascinant parce qu'il résiste au tyran. Oui. C'est peut-être ça qui le fait tenir. C'est une figure comme il en existe parfois dans l'histoire, dans les dictatures. Alors, je crois que si on avait eu accès en direct comme ça, dans une époque moderne, grâce notamment aux réseaux sociaux, etc., à ce qu'aurait pensé ou dit Nelson Mandela pendant ses 30 années de détention à Robben Island,
je pense qu'on aurait eu peut-être pas tout à fait le même genre d'ironie, mais en tout cas, effectivement, cette distance par rapport à son propre sort. C'est la distance. Oui. Mais comment arrive-t-on à résister physiquement et encore à en rire? C'est accablant, Laure. Oui, moi je dirais que ce qui me frappe dans ces images et ces textes d'Alexis Navalny, c'est la grande tradition en fait du non-droit dans les prisons russes et de ce régime au fond néo-soviétique qui se reconstitue, mais qui rappelle aussi le 19e siècle. On est dans une tradition très longue. Vous savez qu'il y avait Astolphe de Kustine qui avait visité la Russie et qui disait que la Russie c'est un pays de révoltés et d'automates. Donc il y a quelques révoltés qui, d'une certaine manière, incarnent le désir d'une autre Russie, d'une Russie, comme a dit Navalny quand il a été jeté en prison à son retour en Russie, il a dit « Je souhaite une Russie heureuse ». Une Russie normale et une Russie heureuse. Et c'est vrai que les Russes qui se disent européens, c'est ceux en fait qui portent ce combat. C'est aussi le combat de Vladimir Karamurza. Et moi je me souviens, j'avais été voir Khodorkovsky avec sa mère et sa femme. Alors, on avait fait l'oligarque qui avait été arrêté, et qui est devenu un des grands opposants à Poutine, et qui avait été envoyé dans une geôle à Krasnokamensk sur la frontière avec la Chine. C'était une espèce de ville balayée par des poussières d'uranium absolument terribles. Et on était là dans un petit hôtel. Elles allaient le voir la journée, puis elles rentraient nous raconter comment ça se passait. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment qui signent en fait le fonctionnement de ces prisons hyper bureaucratiques et tatillons. C'est-à-dire qu'en fait, il faut presque les torturer à petit feu et les encercler par des règlements qui nécessairement les forcent à violer en fait les règles pour pouvoir les envoyer ensuite justement dans la cellule spéciale. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait accusé Khodorkovsky on l'avait privé de promenade parce qu'on disait que dans la promenade, dans la cour, il n'y avait pas de caméras qui pouvaient le surveiller dans tous les angles. Il y avait un endroit de la promenade où on ne le voyait pas pendant quelques secondes. Et donc, on avait supprimé ces promenades, il n'y avait plus de promenades. Et c'est pareil. Et c'est vrai qu'il y a une force, en fait, chez ces personnages qui, justement, tranche avec le commun des Russes qui, dans l'ensemble, se sont pliés à la volonté poutinienne. Regardez le verrouillage extraordinaire de cette société. Mais il ne faut pas oublier que Poutine, à la fois, se venge de Navalny, parce c'est quelqu'un qui aime, en fait, qui est rancunier et qui aime se venger de ses ennemis particuliers, mais aussi, c'est une manière d'intimider tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une intimidation générale de la Russie avec des choses terribles qui, tous les jours, on a une nouvelle terrifiante qui rappelle quand même plus le stalinisme que le brejnevisme, où, par exemple, on vient d'apprendre qu'un des grands poètes russes, Lev Rubinstein, avait été, est tombé dans un accident de voiture et il est dans un état gravissime. Donc c'est assez terrifiant. C'est pour ça, parce que c'est vrai qu'on se pose la question, comment, dans le contexte où on le tue à petit feu, il est filmé. Il y a des textes que vous nous avez racontés, Jade, et qui témoignent. Il pourrait être complètement absent. Non. Pourquoi? Justement pour qu'on n'oublie pas que Poutine peut faire ça à ses opposants? Je crois qu'elle a tout à fait raison, Laure, d'insister sur le fait que Poutine existe aussi par la peur et la répression, que c'est une façon de montrer que, de plaçant cet homme à l'isolement carcéral, qu'il existe en écartant. Oui, mais il fait en sorte qu'on le sache. Il fait en sorte qu'on le sache. Ses avocats passent des textes. Pourquoi? De communication. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, sous les dehors de la dérision, il faut quand même imaginer ce qu'est l'isolement carcéral. Vous êtes enfermé 23 heures sur 24, dans les conditions qu'on a décrites. On a vu des images d'une extension peut-être de sa cellule, qui est une minuscule cour de promenade dans laquelle vous avez le droit de faire 2-3 pas en étant entravé, c'est-à-dire menotté. Vous n'avez aucun contact avec l'extérieur, sinon avec vos matons, qui peut-être vous filment ou en tout cas vous donnent une gamelle quand ils veulent bien vous la donner. Ça s'apparente à ce qu'on appelle de la torture blanche. Le but, c'est de vous briser, non pas physiquement, mais psychiquement, de telle sorte à ce que vous vous effondriez. Donc c'est ça les conditions dans lesquelles il est. Et il faut avoir, évidemment, comme vous le disiez et vous le notiez, un mental d'acier.
l'humour, c'est peut-être le ressort, ce qui reste à Navalny pour se sortir de ce carcan, de ce piège dans lequel il est, et qui est un carcan de répression. Encore une fois, l'idée, c'est de le briser psychiquement. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ironie dans ce contexte. Non, mais Laure a parfaitement bien fait de faire la distinction, effectivement, dans le régime soviétique, entre plusieurs périodes, où il y a eu effectivement une période extrêmement dure contre les dissidents, mais dans les années 80, il y a eu une forme d'assouplissement, même si on peut trouver ça délirant et puis choquant. Mais par exemple, Alexandre Solzhenitsyn, dans la dernière partie de sa vie, lorsqu'il était détenu, il était, j'allais dire, là aussi, comme Nelson Mandela à la fin de sa détention, c'est-à-dire avec un peu d'espace pour lui-même, avec un jardin, avec la possibilité de communiquer, etc. Parce qu'il était en résidence surveillée, c'est quand il est sorti du goulag. En fait. C'est ça. Oui. Mais là, l'idée, effectivement, de vouloir briser quelqu'un et de cette façon-là, ça, vous retrouvez ça dans tous les régimes totalitaires. C'est pas pour dire que le régime soviétique ou néo-soviétique François, comment il réagit, l'exclusivité. Poutine? Parce que, pardon, je vous bouscule un peu, désolé, mais on arrive. Comment Poutine, quand il voit cette photo, il voit cet homme qu'il a envoyé très 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 loin, sourire devant l'objectif, ça le rend fou? Je ne sais pas. Il pense qu'il va gagner à long terme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de le tuer à petit feu, en fait, qui semble oui, mais en cours. Et donc, je pense que c'est la technique de Poutine. Il ne faut pas oublier que, justement, ce qui est lié vous avez Poutine, en fait, ne cesse, tout en menant sa guerre contre l'Ukraine, de mener une guerre contre son propre peuple. Et ce que disent beaucoup d'analystes russes, et je pense qu'ils ont complètement raison, c'est que c'est avant tout une guerre pour la survie du régime. Et elle se joue à l'extérieur en Ukraine et à l'intérieur contre tous ceux qui oseraient en fait prétendre à l'idée d'une autre Russie. Il y a deux tendances qui sont dans cette attitude de Poutine à l'égard de Navalny. Il y a celle qui est dissuasive, qui a été à l'égard d'autres. Je crois qu'il y a depuis quelques mois 500 prisonniers politiques dans les prisons 1200, je crois. Russes. 1200. 1200. Oui. Mon chiffre n'est même pas à jour. Mais c'est considérable. Il y a 19 417 personnes en détention administrative. Enfin, on est revenu un peu à l'époque de Staline. Et donc, je pense qu'à travers ce traitement accordé à Navalny, il y a la volonté de dissuader les autres. Mais d'un autre côté, je crois qu'on est en train de fabriquer un martyr, en tout cas quelqu'un qui va rester dans l'histoire de la Russie. Donc, à court terme, je pense que c'est sans doute un pari gagnant pour Poutine, mais un peu au-delà, peut-être que malgré tout, l'opinion publique, si elle existe en Russie, va s'émouvoir et que, comme les révolutionnaires d'avant la chute du tsar, décrits dans Les Justes de Camus, ont porté exemple, eh bien là, on peut penser que Navalny aussi deviendra un exemple.